en médicaments pour faciliter votre digestion. Et il y en a un que vous connaissez bien, eh bien c'est le tabac. Parce que jamais personne n'a pensé à ça. Or, dans le tabac, il y a de la nicotine. On vous en donne même pour vous passer, hein, tout ça. Et cette nicotine, c'est un puissant antispasmodique. Donc, quand à la fin du repas, c'est pas pour rien qu'il y avait des fumoirs, hein, pour les gens qui faisaient bon gueuleton, ils allaient fumer le cigare, vous voyez, énorme. Parce que cette nicotine, alors que votre corps, lui, il cherche désespérément à se défendre, donc il va fermer votre estomac, eh bien la nicotine, en quelques secondes, hop, elle ouvre l'estomac. Donc vous vidangez. Et c'est ça le danger du tabac. C'est pas tout ce qu'on a trouvé dedans. C'est zéro par rapport à ça. Ces sécrétions, c'est quelque chose d'énorme. Actuellement, il y a M. Tapi, je ne le connais pas du tout. Mais je peux vous dire que je sais qu'il n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec M. Tapi? Eh bien, M. Tapi a été opéré il y a quelques années de la vésicule biliaire. Or, si vous voyez, ce que je sais, c'est que cette présence de l'appendice, plus des erreurs alimentaires, si vous voulez, mais surtout cette présence appendiculaire, qui ferme le canal cholédoque, provoque une stase et une agression dans la vésicule, d'où la formation de ces calculs, que je peux expliquer scientifiquement aussi. Donc on l'a opéré, ça veut dire qu'il avait l'appendice encore. Hein, parce que chaque fois que j'enlevais une vésicule biliaire, moi j'enlevais l'appendice. Un grand patron à Paris, en 1955, disait la même chose, mais il disait c'est mon patron qui me l'a appris, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est mieux pour mes patients. Moi je savais pourquoi. Donc automatiquement, M. Tapi a été opéré, et naturellement, comme il a encore son appendice, il multiplie, si vous voulez, les problèmes de ballonnement, d'aérophagie, donc les reflux de bol alimentaire, avec les sécrétions de bile et d'enzymes pancréatiques qui sont dans le duodénum. Si elles ne peuvent pas descendre, lui, il force, ça augmente la pression. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait remonter tout ça dans l'estomac. Or, dans cet estomac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des problèmes d'ulcères. Curieusement, si vous voyez l'estomac, hein, vous avez une poche ici, là, un bas-fond, et de ce côté, si vous voulez, c'est la petite courbure. La grande courbure, c'est en bas. Et en bas, c'est là, le plus bas. Donc théoriquement, si c'était les sécrétions acides, eh bien les ulcères seraient en bas, ou d'autres éléments. Or, il n'y a jamais d'ulcère dans le bas-fond de l'estomac, jamais. Hein, j'en ai opéré, donc ça je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous avalez un comprimé qui est un peu méchant, il va aller dans le fond, et là, vous risquez d'avoir un ulcère à cet endroit. Il y a un petit ver, un petit parasite qui attaque aussi l'estomac, qui est dans le fond, et là aussi, mais autrement, il n'y en a pas. Ils sont en haut, la grande courbure. Or, en 68, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de voir un jour, j'attendais une salle pour opérer, c'était à Issy-les-Moulineaux, et il y avait un confrère gastro qui me dit « Tu veux voir un bel ulcère récidivant? J'ai quelqu'un qui vient d'Algérie une fois par an, et il a un ulcère magnifique. » Alors, j'arrive, il me montre son appareil, c'était très beau à voir, mais je n'y voyais rien. Pourquoi? Parce que c'était plein de bile. Parce que cette bile est plus légère, hein, elle surnage. Je dis, mais je vois rien. Je dis, on va l'aspirer. Il aspire la bile, et à ce moment-là, je dis à ce patient, je te fais un pari, c'est que ce patient a encore son appendice qui multiplie les choses. Mais je n'en sais rien, je lui ai même pas demandé. Mais on va voir, parce qu'il y avait tous les champs, on ne voyait rien. Alors effectivement, j'ai vu le bel ulcère après, hein, qui était comme ça, et quand on a enlevé les champs, il n'avait aucune cicatrice. Donc j'avais gagné mon pari et mon café. Mais naturellement, il devait toujours en parler avec moi, on n'en a jamais reparlé. Hein, il n'a jamais eu le temps de me téléphoner qu'on en reparle. Ça veut dire que M. Tapi, donc, a eu cet appendice qui restait, avait ses problèmes de côlon, puisque quand l'appendice est là, c'est votre côlon qui est important, hein, ce n'est pas l'appendice, c'est un multiplicateur pathologique, je l'appelle, c'est le côlon. Son côlon, à son âge, s'est abîmé. Il s'abîme d'autant plus qu'avec l'appendice, les sécrétions restent plus longtemps à droite. Et donc, il a eu un ulcère. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, naturellement, l'ulcère, ça fait mal. Et qu'est-ce que fait la médecine? Eh bien, elle se dit, mais c'est l'acidité. On va vous donner des médicaments anti-acides. Alors, si vous voulez y réfléchir, parce que c'est important pour vous, au nom de vous, naturellement, je l'ai contrôlé, c'est que quand ces sécrétions remontent, l'estomac a deux solutions. Soit il vous fait vomir, hein, pour rejeter à l'extérieur, soit il va augmenter les sécrétions acides. Pourquoi?
parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques. Ces sécrétions acides détruisent les enzymes à 90%. Ça n'a jamais interpellé qui que ce soit. Hein. Donc ça veut dire que c'est une défense naturelle. Donc plus vous avez des sécrétions qui augmentent, et plus votre corps va se servir de sa défense pour protéger l'estomac, qui est quelque chose qui est vital. Donc il va augmenter ses sécrétions acides. Malheureusement, si vous avez une plaie, ça fait encore plus mal. On vous donne des médicaments antiacides, vous avez moins de sécrétions, moins mal, et ça va. On est content. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous avez moins mal à l'estomac, vous mangez mieux. Et plus vous mangez, plus vous fabriquez des enzymes. Donc plus vous attaquez encore votre système digestif. Et c'est donc la cancérisation. Si je vous en parle, c'est que j'ai le beau-père de mon fils aîné, qui était de la région de Bordeaux. Naturellement, personne ne m'a demandé mon avis parce que je dérange avec mes idées. Il avait le ventre comme ça, si vous voulez, en besace. Et je savais qu'il avait l'appendice. Quand on m'a dit qu'on lui donnait des antiacides, ben, j'étais pas très content. Donc on l'a opéré. Un an après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cancérisé son ulcère et il est mort dans des conditions effroyables en 3-4 mois de temps. Alors on a dit, bon, c'est normal, il a cancérisé son ulcère. Et on a tué, on a cherché l'hélicobactère, il y en avait peut-être un peu au début, et puis on l'a liquidé, mais comme on n'a pas d'autre chose, on dit c'est l'hélicobactère qui est cancérigène, ce qui est faux. Quand vous avez une plaie torpide, j'en ai soigné des ulcères variqueux par exemple, eh bien, quand il y a une infection, des microbes, elle ne cicatrise pas. Donc vous donnez un traitement antibiotique pour tuer ces microbes, et à ce moment-là, la plaie, quand il n'y a plus ces microbes, les microbes empêchent simplement la cicatrisation. Donc c'est pareil. Mais personne ne pense à ces remontées. Et c'est ce que vous sentez, vous. Hein, ce sont ces sécrétions qui remontent. Moi, je les ai vues visuellement, mais c'était en 68, vous voyez. Donc, ça fait bien longtemps. Et quand j'ai cherché à en parler avec mes confrères gastro, eh bien, ça a été impossible. Alors, ça m'a amené sur des choses ahurissantes. C'est-à-dire que j'ai vu que ce petit appendice qui est ridicule, qui vous fait pas mal, parce qu'il ne fait jamais mal, sauf si on appuie dessus, mais plus personne n'appuie dessus, parce qu'il faut aller le chercher dans le fond. Ce n'est pas en surface. Alors que là, le côlon est en surface, donc quand on appuie, vous contractez votre muscle pour vous défendre. Donc, il y a énormément de choses qui sont passées à côté de la médecine. Et c'est pour ça que j'aurais aimé, malheureusement j'ai été un peu déçu ici, que les gens qui suivent ce congrès me posent des questions, parce que je leur apporte des choses qu'ils n'ont pas. Et c'est vrai tout ce qu'ils vous racontent sur les perturbateurs endocriniens, tout ça, mais vous mangez à chaque fois que vous mangez, et même sans manger, avec l'effet de Pavlov, vous envoyez des sécrétions. Et si vous avez votre appendice, il réagit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc dilater l'estomac, comme ça vous mangez moins, il va le fermer, donc c'est le retard de digestion, donc comme ça. Et ensuite, comme c'est sorti, dites-vous bien que l'appendice reçoit ces sécrétions qui le préviennent 25 minutes après. Donc, pendant tout ce temps, vous avez déjà mangé et ça sort. Il n'y a qu'une solution maintenant, il faut ralentir au maximum l'arrivée de ce bol alimentaire avec toutes ces sécrétions dans le côlon. Alors on le dilate. Pourquoi? Parce que ça avance comme ça. Et si vous le dilatez, ça a moins de force. Donc vous ralentissez. Donc automatiquement, ce bol alimentaire va arriver beaucoup plus tard dans le côlon, va y rester plus longtemps. Or, c'est lui le plus en danger par rapport à eux, puisque ces sécrétions avec le bol alimentaire restent 75 heures. Et si vous ralentissez, vous voyez le danger. Et c'est comme de l'acide sulfurique que vous mettez dans votre côlon. Donc vous voyez le danger que ça peut représenter. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et d'autant plus que ces sécrétions vont partir, vous voyez le psoriasis, mais il y a d'autres choses. Hein. Les gens qui ont de l'acné, tous les gens qui ont les chutes de cheveux. Hein. Quelqu'un qui a ces chutes de cheveux, on dit c'est héréditaire. C'est pas vrai. Là aussi, j'ai contrôlé. Hein. Un jour, j'étais au Stade Français avec mes enfants qui faisaient beaucoup de tennis. Moi, j'en faisais aussi. Et je vois quelqu'un qui me dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles encore ton appendice ?» C'était dans les années 72, 73. J'ai dit « Oui, mais tu ferais bien de m'écouter. » Il me dit « Pourquoi ?» Ben, j'ai qu'à voir ta chevelure. Il avait la tonsure, c'est-à-dire là, il n'y avait plus rien. Et puis, c'était grisonnant ici. Il me dit « Non, c'est héréditaire. » Puis, il part jouer. Il revient quelques minutes après. Il me dit « Mais tu as raison, c'est pas héréditaire. Parce que mon père et moi, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mon frère aussi. Mais mon père et moi, lui, il a des cheveux blancs ici, plus rien là, comme moi sur le caillou, ici.
Mais mon frère, lui, il a été opéré en urgence d'une appendicite aiguë quand il avait 10 ans. Et bien mon frère, il est comme toi, il a tous ses cheveux. Vous voyez, ce sont des choses ridicules, mais chaque réflexion de patient m'intéressait. On vous parle du stress. Hein? Alors, déjà, avec le réflexe de Pavlov, je savais, et sa personne y a pensé, que quand le cerveau du chien apprend qu'il va bouffer, il se dit il y a un danger, donc c'est lui qui déclenche la sécrétion de salive, c'est lui qui déclenche la sécrétion acide et la petite sécrétion. Donc il peut commander tout ça. Et dans tous les articles que vous lisez, tout le monde se dit il y a des relations entre le digestif et le cerveau, mais lesquelles on ne sait pas encore, mais on va les trouver, on sait qu'ils existent. C'est vrai, mais quand vous dites se faire de la bile, hein, le thym bilieux, tout ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer à partir de ce que j'ai découvert. Alors, je veux que vous compreniez ça, parce que vous ne pouvez pas tout retenir, mais il y a une logique corporelle. Le corps est merveilleux. Alors, dites-vous bien, par exemple, que cet appendice, quand il est là, il est dans le fond du ventre et il repose sur un muscle qu'on appelle le psoas. Les anatomistes, qui ne sont pas des cliniciens, ont dit ce psoas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand il se contracte, comme votre bras, eh bien, il plie la jambe sur le bassin et il la met en rotation externe. Quand je recevais une urgence, une appendicite aiguë qu'on avait annoncée à l'hôpital, on le voyait arriver au fond du couloir, et c'était des douleurs abdominales. Si on voyait le patient qui arrivait malade en train de s'agiter sans cesse sur le chariot, hein, il bougeait dans tous les sens, on savait que ce n'était pas une appendicite aiguë, c'était une colique néphrétique. Parce que là, il n'y a aucune position où on trouve le calme. Par contre, quand arrivait une appendicite aiguë, on voyait le patient qui était couché sur le dos, qui respirait à peine, qui avait sa jambe repliée, et ça. Ce qui veut dire que s'ils avaient été des cliniciens et vu ça, ils auraient compris que quand vous contractez un muscle, il se durcit et il devient plus gros, hein, ici, c'est là. Donc, c'est le matelas de l'appendice, donc ça, ils n'auraient pas pu dire que c'était là. Par contre, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est une erreur. En réalité, ce muscle, c'est pas ça. D'abord, il plie la jambe. Et pourquoi est-ce qu'on l'a inséré ici, en haut du fémur? Si je voulais plier la jambe, avec le levier, je l'aurais inséré sur le genou. À ce moment-là, je peux bien plier ma jambe. Oh, il s'insère en haut. Par contre, quand vous avez la colonne vertébrale, c'est important, hein, vous allez comprendre pourquoi, eh bien, devant, il y a ce muscle psoas, et derrière, il y a les muscles lombaires. Et ils s'insèrent tous les deux, ici et là-haut. Or, quand ils sont tendus, comme deux cordes, eh bien, ils maintiennent votre colonne droite. Il n'y a plus ni de scoliose, ni de ça. Elle est droite et elle est élevée. Si vous faites ça, hein, vous tendez les deux jambes comme ça, donc vous fixez le bas. Ensuite, vous rentrez le ventre en vous grandissant, ben vous tenez votre colonne sans ça. Si l'appendice à droite vous fait relâcher, vous êtes comme ça. Donc, si vous rentrez le ventre, eh bien, vous cambrez. Et c'est le point de départ de toutes les affections de la colonne vertébrale. La scoliose chez les enfants, et l'appendice est très actif parce qu'il est très, très sensible, et automatiquement, plus tard, les lésions discales, tout ça, que vous aurez beaucoup plus jeune que si vous aviez l'appendice enlevé. Ça aussi, ça compte. Hein, tous ces gens qui ont mal au dos. J'ai vu une photo d'Aznavour. Vous savez, il était à Los Angeles pour ses 93 ans et il y avait une stèle là-bas. Et Aznavour, que j'ai rencontré il y a des années à Cannes au cours de ces galas, et j'ai parlé donc avec lui, et à l'époque je savais tout ça, donc je savais qu'il était opéré, et Aznavour se tient droit comme ça. À son âge, ses ancêtres, ils étaient pliés en deux, si vous voulez, avec une canne, ils se tenaient pliés en deux. C'est facile à reconnaître, parce qu'il y a des attitudes, ce que j'appelle de confort, et par exemple, quand vous avez des abdominaux, qui compriment automatiquement, si vous voulez, l'appendice sur ce psoas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour relâcher ce psoas? On écarte les jambes. Donc, quand vous voyez un judoka qui a des abdominaux comme ça, qu'on interviewe à la télé, il va être assis sur le canapé avec les jambes comme ça. Moi, je suis les jambes parallèles. Donc, voyez l'appendice, vous ne pouvez jamais rester longtemps les jambes parallèles. Vous pouvez les mettre, mais très vite, vous allez les croiser, les écarter dans tous les sens, tout ça. Vous ne dormez jamais couché sur le dos, les jambes allongées. Vous ne restez pas. Sur le plan sommeil, j'ai une dame qui est arrivée, qui m'a dit, elle était en post-opératoire, sa fille avait 10 ans. Elle me dit, docteur, vous savez,
Maintenant, c'est formidable. Ma fille, avant, le matin, c'était la fille unique, elle allait la réveiller. Son lit, c'était un champ de bataille, tellement elle avait tourné pendant la nuit. Hein. Impossible de la faire manger parce que le matin, elle n'était pas bien. Donc, pour partir à l'école, c'était la croix et la bannière, tout ça. Et quand la fille gosse était partie, il fallait qu'elle refasse le lit à fond, en tous les sens. Maintenant, docteur, ma fille, elle s'endort sur le dos, elle se réveille sur le dos. La mère n'avait plus qu'à faire ça. En plus, elle mange, elle est calme, elle est détendue. C'est merveilleux. Mais l'intérêt, ce n'est pas de constater ça, c'est de savoir pourquoi. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je pense que j'ai plus que quelques minutes. Après, vous me poserez des tas de questions. Donc, ce que je sais, si vous voulez, c'est que cet appendice, je n'ai rien, puisqu'il n'y a rien qui rentre, je ne peux pas le protéger. Ces plaies, il va les avoir toute sa vie. Pourquoi? Parce que ce liquide, il est agressif. Donc, quand vous avez une plaie, il va les entretenir, empêcher la cicatrisation. Vous avez vu pour l'ulcère d'estomac. Il y a des tas de maladies. La plaque d'athérome, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? On vous parle du cholestérol, et puis on vous parle du sucre, mais on ne sait pas pourquoi. Or, avec les sucres rapides, vous fabriquez très vite les enzymes du pancréas, qui sont très méchants. Et automatiquement, ces enzymes vont sortir très vite. Et j'ai eu un jour une bonne sœur, dans les années 80, que j'avais vue, parce qu'on m'avait demandé d'aller la voir. Elle avait une radio de l'intestin, et elle avait plein de diverticules dans l'intestin grêle. Hein, d'habitude, ils sont dans le côlon, elle, c'est des intestins grêles. Or, elle faisait aucun écart, hein, elle vivait en communauté, elle faisait ça. J'ai dit, mais ma bonne soeur, il y a quelque chose quand même, vous ne buvez pas, vous, tout ça. Elle dit, pensez-vous, c'est pas possible ici, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, en rougissant, elle me dit, vous savez, docteur, il faut que je vous avoue, j'ai un petit péché mignon. Je ne peux pas me passer de bonbons. Donc, elle mangeait que des sucreries. Et on a dit, les sucres constipent, hein, c'est vrai. Mais l'intérêt, c'est de dire pourquoi ils constipent. Or, avec ces sucres rapides, elle fabriquait très vite ces enzymes très méchants qui attaquaient naturellement l'intestin grêle. Et c'est eux qui provoquent, je peux l'expliquer aussi, hein, parce que tout ce que je vous raconte, j'ai l'explication scientifique, eh bien c'est eux qui provoquent ces diverticules. Il n'y avait plus rien à faire, si vous voulez, parce que on ne pouvait pas revenir en arrière. Hein. Il y a des destructions vasculaires, c'est impossible. Simplement, je lui ai dit, écoutez, mangez un peu moins de sucre. J'ai conseillé. Elle avait son appendice, ce n'était pas la peine que je l'embête en lui disant, il faut l'enlever. C'était trop tard. Hein. Donc, c'est comme un patient qui est venu de Bretagne, parce qu'il avait l'appendice, et il avait à 40 ans, à peu près, 42 ans, il avait une sclérose pulmonaire épouvantable. Et il a mis, si vous voulez, à peu près presque 2 minutes pour venir de ma salle d'attente à mon cabinet. Il s'assoit, et avant de l'interroger, je lui dis, vous mangez beaucoup de produits lactés et fromagers? Parce que c'était des scléroses avec des calcifications dans ces... Il me dit, docteur, je travaillais chez Nestlé, donc j'avais des tas de possibilités, des tas de prix. Je dis, mais alors, après, vous savez, j'avais toujours les prix, hein, donc ma retraite n'était pas tellement importante, je profitais aussi de la largesse de Nestlé. Je dis, au point de vue des sucres, il me dit, ah non, docteur, les sucres, pas du tout. Ça, les sucres, j'en mange plus. Ah bon? Elle dit non, non. Il y a quelques années, il y a un de mes amis qui m'a légué ses ruches. Depuis, j'élève ses ruches. Il connaissait tout sur le miel et je sucre tout au miel. Or, le miel, il y a énormément de choses qui sont très bonnes. Par contre, il y a énormément de sucre. Hein, si vous goûtez, c'est facile. Donc, avec ça, il fabriquait le produit qui attaque. Et comme il avait cet appendice, c'est pour ça qu'il était venu de Bretagne, voir si on pouvait l'améliorer, ce qui était impossible. Donc, je l'ai laissé repartir, malheureusement, si vous voulez. Eh bien, automatiquement, il avait ces produits qui étaient partis de son côlon, étaient éliminés par les sécrétions bronchiques. Hein, c'est pour ça que j'ai guéri des asthmes infantiles, alors qu'on vous dit il faut attendre à la puberté, mais ce n'est pas la puberté. C'est qu'à la puberté, son côlon gauche commence à être attaqué et lui, il accélère, donc il compense. Et donc, il y avait, si vous voulez, toujours une explication logique dans ça. Alors, le gros problème, je vais vous le dire très, très vite, qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à... Je n'opère plus maintenant, malheureusement. Donc, j'ai vu des gens de toute la France, de l'Hexagone, j'ai vu des anorexies mentales, j'ai vu des rectocolites hémorragiques à qui on voulait enlever le côlon. J'ai dit non, non, venez, je vous enlève l'appendice, je modifie votre alimentation, je vous guéris. Et je n'ai jamais eu, si vous voulez, d'échec. Donc, j'ai sauvé des tas de côlons, mais je n'ai jamais eu d'appel venant des gastros qui avaient soigné ces patients. C'est quelque chose d'invraisemblable. Hein. Et vivre sans côlon, j'ai une jeune femme là que je connais depuis
2007 et qui actuellement, on lui avait prédit qu'elle allait se faire enlever des petits morceaux de côlon, elle avait une maladie de Crohn régulièrement et que toute sa vie, il fallait qu'elle s'attende. Elle a maintenant changé de vie. D'abord, elle a trouvé un copain, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec ses troubles digestifs. Et ensuite, elle a une société, elle se paye 10 000 € par mois, si vous voulez. Hein, c'est dingue, ça a changé sa vie totalement. Malheureusement, le grand gastro à Paris, un des meilleurs qui s'occupait d'elle, à qui j'avais écrit, ne m'a jamais répondu. C'est invraisemblable. C'est pour ça que je vous en parle ici. Je suis venu pour attirer votre attention. Lisez. Dans mon dernier livre, il y a mon numéro de téléphone. J'essaierai de vous aider pour tout ça, pour répondre à toutes vos questions. Vous voyez que certainement vous en avez beaucoup qui vous... et je n'ai rien contre votre petit appendice, si vous voulez, mais quand il est là, je ne suis pas heureux pour vous. Et vous n'avez qu'à voir autour de vous ceux qui ont été, si vous voulez, pas opérés et qui meurent beaucoup plus jeunes. C'est souvent jusqu'à 30 années d'espérance de vie en moins. Hein. J'en ai vu autour de moi, malheureusement. Voilà. Maintenant, j'attends vos questions, si vous voulez. Merci, docteur Portalet. Donc, je pense que votre intervention aura sans doute interpellé les participants. On va mettre la lumière dans la salle, s'il vous plaît, et puis prendre quelques questions, remarques, des réactions. En haut, à gauche. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne connais pas grand-chose à tout ce que vous avez expliqué, mais il n'y a pas quand même un rôle. Il y a des publications récentes de mai 2017 qui disent que l'appendice... l'ablation de l'appendice a un rôle important dans la prévalence de la sarcoïdose et dans la résistance aux antibiotiques lors d'une bactériémie du tractus biliaire. Et je voulais savoir un petit peu... Je vous réponds tout de suite, parce qu'effectivement, les gens qui sont opposés, ils ne connaissent pas. Parce que l'appendice, effectivement, c'est un petit côlon droit en miniature. Derrière sa muqueuse, il y a des îlots lymphoïdes qui fabriquent les anticorps. Or, c'est le côlon qui a le plus de microbes qui rentrent chez lui. Le corps n'est pas idiot. Derrière la muqueuse du côlon, il y a ce qu'on appelle les plaques de Peyer, qui sont des millions d'îlots lymphoïdes. Et l'appendice, il n'y en a que quelques-uns. Mais comme j'ai examiné tous mes appendices, parce que je n'ai pas un seul normal dans tous ceux que j'ai enlevés, tous avaient des lésions, j'ai pu suivre dans le temps les lésions provoquées par ces enzymes qui pénètrent. Donc ils détruisent. Et ces îlots lymphoïdes qui sont vraiment ridicules par rapport à ceux du côlon sont très vite détruits. Or, tous ces gens qui vous parlent de ça n'ont considéré que les crises aiguës. Donc ils n'examinent pas les appendices chroniques, puisque pour eux ça n'existe pas. Donc comment peuvent-ils savoir l'évolution de ces lésions à cause justement de cette agression par les sécrétions digestives? Moi j'ai eu l'occasion d'examiner des gens, si vous voulez, de 2-3 ans jusqu'à 80 ans, et de voir toutes les lésions qu'il y a. Donc c'est complètement idiot, et c'est vraiment ridicule de penser ça. Hein, ça n'a aucun effet défensif. Voilà. Et on ne pourrait pas plutôt aller vers une augmentation de la résistance de la paroi intestinale? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment de l'acide sulfurique, hein, ces produits. Quand vous avez une plaie infectée, on vous met de la poudre de trypsine, hein, ça bouffe tout. Vous voyez, vous nettoyez la plaie avec ça. Donc, cette muqueuse du côlon est vraiment très fragile. Elle est très fragile. En plus, elle est en mauvais état. Et chaque fois que vous mangez, vous envoyez une quantité incroyable, si vous voulez, de ces sécrétions. J'ai tout essayé. Naturellement, comme j'ai découvert ça en 67, imaginez-vous, j'ai découvert comment il fallait manger. Donc, automatiquement, j'ai commencé par essayer de voir si, en changeant l'alimentation de mes patients, j'y arrivais. Et je n'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que cet appendice réagit sans manger. Donc, ça ne sert à rien que je modifie l'alimentation, puisque sans manger, il déclenche des manifestations qui sont dangereuses. C'est ça. Donc, les questions que vous vous posez, je me les suis posées, naturellement. Hein. Sans ça, je ne serais pas un bon thérapeute. Hein. Voilà. Alors, on va prendre une dernière intervention. Monsieur Fabry, merci. Bonjour. Alors, on peut se poser la question, une fois qu'on a opéré, donc il y a une zone cicatricielle, mais que deviennent les résidus
l'écoulement enzymatique et ne peut-on pas penser qu'il va continuer son chemin délétère et affecter un autre tissu un peu Alors, il n'y a rien qui rend dans l'appendice que des débris. Les gros appendices, vous avez des débris alimentaires qui rentrent, qui ensuite se calcifient. Hein, les appendices, j'en ai opéré qui avaient 2 cm et 20 cm, avec des calibres des fois gros comme ça. Donc je peux vous dire que j'ai tout. Il y a une hérédité dans la présence appendiculaire, je peux l'expliquer aussi. Donc ce n'est pas des paroles en l'air, hein, parce que quand on vous parle des expérimentations, des publications qui ont été faites, il n'y a jamais aucune étude qui a été faite dans ce sens. Donc je suis formel. Sans ça, je ne serais pas ici pour vous en parler. Donc hein. la question là, elle est assez précise, c'est que deviennent les écoulements? Mais quel écoulement? Eh bien, les écoulements enzymatiques, la Eh production bien, justement, enzymatique, alors, je vais vous dire une chose. ne va-t-elle pas agresser un autre tissu? Il y avait Audrey Burns, que vous connaissez très bien, avait une silote appendiculaire, les épaules en avant, si vous voulez. Elle était vraiment, je la citais un exemple à mes patients comme la plus belle silote appendiculaire. Et malheureusement, pour se tenir comme ça, il fallait qu'elle ait un gros appendice. Or, quand cette sécrétion rentre, c'est un cul-de-sac, l'appendice. Donc, elle s'accumule dans le fond. Et tous les cancers, j'en trouvais à peu près 3 à 4 tous les ans, systématiques, parce qu'il n'y avait aucun signe, étaient de la pointe appendiculaire. Donc, ça veut dire que si votre appendice est gros, il y a beaucoup plus de sécrétions qui vont rentrer dedans. Et ces sécrétions ne sortent pas, c'est un cul-de-sac. Or, elle est morte, si vous voulez, à 64 ans, d'un cancer généralisé qui provenait de son appendice. Donc, si à l'époque j'avais pu examiner Audrey Burns, lui montrer sa douleur, parce que plus il est gros, plus il est sensible à la pression, eh bien, je pense qu'elle serait morte aussitôt. Elle avait tous les signes. Alors, vous ne m'avez pas fait la gentillesse de répondre à ma question. Mais les sécrétions,